J'appelle Benoît Hamon, Maxime Baduel et Marie-Sophie Dossol qui nous rejoignent également. Bienvenue à tous les trois. Installez-vous. Pardon? On va mettre 2 personnes sur le canapé et une personne sur les chaises. Alors l'ESS a un savoir-faire démocratique qui est la clé de voûte du secteur associatif de santé, mais il y a vraiment des inégalités de traitement, notamment de la part du pouvoir public. Il y a des problèmes là aussi de financement. Comment faire briller ce savoir-faire démocratique, non lucratif? Comment aussi montrer la capacité à innover? On va parler de tout cela donc avec Benoît Hamon, qui est président d'ESS France, ancien ministre. Bonjour et merci d'avoir fait le déplacement à Ajaccio spécialement pour nous. Maxime Baduel également, qui est délégué interministériel à l'ESS. Merci d'avoir fait le déplacement. Et bien sûr Marie-Sophie, que vous connaissez. Tout d'abord, Benoît Hamon, c'est quoi votre métier quand on est président d'ESS France? Moi, j'aimerais savoir à quoi ressemblent vos journées. Bah, ça tombe bien, c'est pas mon métier. C'est une de vos attributions. Non, mais je vais le dire. En tout cas, j'étais très intéressé. Je n'ai pu y assister qu'à la fin. Bon, d'abord, merci à Madame la Présidente de m'avoir invité. Il y a pire comme déplacement que de venir à Ajaccio un vendredi. Donc mais je disais que la table ronde qui précédait, à laquelle je n'ai pas pu assister, en tout cas totalement, me semblait, en tout cas dans son intitulé, très juste, puisque mon métier, c'est directeur général d'une ONG qui s'appelle Singa, qui accompagne des femmes et des hommes réfugiés en Europe, dans plusieurs pays européens, et notamment les accompagne à travers la création d'entreprises, l'entrepreneuriat. Et pourquoi je fais le lien avec ce que vous disiez auparavant, c'est que nous constatons que l'innovation, elle procède quasiment tout le temps de la contrainte, et notamment de la contrainte pour des femmes et des hommes qui sont exilés, rencontrent des difficultés, des obstacles liés à leur intégration, liés à leur inclusion, et sont obligés de faire un pas de côté. Ils sont obligés de sortir du cadre pour pouvoir créer leur propre emploi, des activités. Et quand on voit la somme des innovations qui est liée à l'entrepreneuriat réfugié ou de personnes exilées en Europe, on est absolument convaincu que, en tout cas, ce que vous traitiez avant est très juste. Alors ça, c'est mon métier. Et sinon, je suis élu effectivement président de ESS France. ESS France, c'est la structure qui représente l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire les modèles non lucratifs ou à lucrativité limitée, les modèles économiques démocratiques, dans l'espace public, dans la relation évidemment avec les pouvoirs publics, et elle est assez musclée aujourd'hui sur la question des budgets, par exemple, mais plus généralement pour proposer un chemin de progrès, un changement d'échelle de ces modèles-là, dès lors que nous considérons qu'ils répondent, à travers leur caractère non lucratif et démocratique, à bien des enjeux en matière d'intérêt général, s'agissant du fait que l'économie sociale et solidaire est aujourd'hui coproductrice avec les pouvoirs publics de l'intérêt général en France. On va parler de l'ESS, effectivement. Même question pour vous, Maxime Baduel. Je veux savoir quel est votre métier. Vous êtes délégué interministériel à l'ESS, donc vous êtes à Bercy. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, qu'est-ce que je fais? Bonne question. Qu'est-ce que je fais? Alors, lorsqu'on est délégué ministériel à l'économie sociale et solidaire, finalement, on a à la fois un pied dans la politique et un pied dans l'administration. Oui. L'idée, c'est de faire la courroie de transmission des décisions, des stratégies gouvernementales, de voir comment est-ce que tout ça se met en œuvre à l'échelle des différents ministères. Benoît en parlait, l'ESS est profondément interministériel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler que ça depuis Bercy. Ça embarque ici, c'en est un bon exemple, le médico-social, les politiques de santé. Ça embarque aussi toute la politique publique du travail avec l'insertion par l'activité économique. On parlait tout à l'heure des tiers-lieux, de la cohésion des territoires, etc., etc. Donc ça, ce rôle, c'est de montrer en fait la puissance, le pouvoir de l'ESS en interministériel, et c'est aussi d'être le vis-à-vis des têtes de réseau, des représentants de ce secteur, en premier lieu ESS France, mais aussi des 5 grandes familles de l'ESS, qu'elles soient coopératives, mutualistes, associatives, les fondations ou bien les sociétés commerciales ou entreprises sociales
de l'ESS. Donc vous faites un lien entre tous les ministères. Exactement. Vous essayez de diffuser un petit peu l'ESS. C'est ça. Et puis aussi la prise de recul sur ce que vivent les structures de l'ESS. En plus, d'autant plus facile pour moi, puisque j'étais ancien dirigeant associatif il y a encore quelques mois. Donc voilà, on en a parlé avec certains participants au congrès. Je vois bien aussi les moments de tension économique, de tension sociale dans nos métiers, dans nos structures. Et je pense qu'on a besoin d'avoir ces courroies de transmission au sein de l'État pour justement mettre en avant les problématiques. Dernière question, vous êtes rattaché à quel ministre ? Je suis rattaché au ministère de l'économie, donc à la ministre en charge de l'ESS, de l'intéressement et de la participation. Qui s'appelle ? Marie-Agnès Poussier-Winsbach. On le dit une deuxième fois. Ah, c'était pour me tester. Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Voilà. Elle mérite d'être connue. Oui. Il faut absolument qu'on la connaisse. Alors, on va ensemble définir les contours de l'économie sociale et solidaire. Benoît Hamon, je crois que vous avez 2 qualificatifs pour qualifier cette ESS. Vous dites que c'est une forme démocratique et il y a bien sûr l'aspect non lucratif. C'est comme ça qu'on pourrait la définir, cette économie sociale et solidaire ? Oui, alors c'est pas de moi, hein, c'est l'ESS qui se définit ainsi. Effectivement, c'est un modèle assez incroyable d'ailleurs. Très moderne, puisqu'il est né à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et c'est sans doute un des modèles les plus modernes d'organisation économique, puisque finalement, assez naturellement, ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui dans le débat public sur la manière de faire pivoter notre économie pour qu'elle soit plus soucieuse de l'intérêt général, de la transition écologique, de la lutte contre le dérèglement climatique, des inégalités sociales. Et tout le monde s'interroge sur la façon de lutter contre les prédations, parfois de la production, sur les écosystèmes naturels ou sociaux. D'ailleurs, au passage, je note que quand une entreprise s'intéresse à une stratégie de RSE, quand elle s'intéresse quand elle développe une stratégie de philanthropie, par qui elle passe? Une fondation, l'ESS, pour aider qui? Des associations ESS. Donc c'est par l'ESS que l'économie conventionnelle, souvent, répare une partie des dégâts qu'elle a pu commettre. Je ferme la parenthèse pour dire que, en gros, ce qui est formidable dans ces modèles démocratiques et non lucratifs, c'est que des entrepreneurs, des salariés, des producteurs se sont interrogés sur la forme la plus accomplie d'entreprises qui puissent aussi embarquer ou être hospitalières à l'intérêt général. Et il faut le voir comme ça, l'ESS. Alors elle a plusieurs formes, certaines structures vont sans doute évoluer, mais je trouve que c'est en tout cas la forme la plus moderne aujourd'hui d'entreprise, dès lors qu'elle assume dès sa naissance que son objet social suppose de s'intéresser aussi aux conséquences de l'activité économique sur les écosystèmes naturels et sociaux. Et c'est à peu près ça aujourd'hui l'ESS. J'ajouterais que il me semble qu'il faut plus d'ESS aujourd'hui dans l'économie. Sans être d'ailleurs dans l'opposition entre l'ESS et l'économie conventionnelle, à travers des alliances que nous devons construire, mais il en faut plus parce que dans un monde qu'on présente souvent comme un monde plein d'incertitudes, il me semble qu'en réalité, on a des vraies certitudes. C'est qu'en fait, il y a assez peu d'incertitudes sur ce qui va venir. C'est certain que le dérèglement climatique va se poursuivre. La question est de savoir, a-t-on une stratégie pour seulement s'adapter ou essaye-t-on encore d'éviter que ce soit plus chaud? La transition démographique, vous la vivez, elle est certaine. Le vieillissement des populations dans nos pays, l'explosion démographique mondiale qui va amener par exemple le continent africain de passer de 800 millions d'habitants en 2000 à 2,5 milliards en 2050 et une projection des Nations Unies à plus de 4 milliards en 2100, donc évidemment avec une évolution des migrations internationales qui va grandir. Je pourrais en rajouter beaucoup, mais on a au fond beaucoup de certitudes. Et face à ces certitudes, ce qui est incertain souvent, c'est la décision politique. C'est que fait-on? Typiquement, la révolution digitale, aussi une des questions sur lesquelles on se demande que faire. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Et je crois que face à ces certitudes-là, l'ESS est un pôle de stabilité et une des modalités par lesquelles on peut embrasser à la fois la question économique, celle de la prospérité, et la question sociale et écologique, c'est-à-dire celle de l'intérêt général. Et de ce point de vue, voilà, le plaidoyer central que je porte comme président de ESS France, c'est le changement d'échelle de l'ESS, plus d'ESS, plus de pollinisation de nos modèles sur les modèles conventionnels, comme un moyen, finalement, un petit peu aussi de civiliser l'économie. Alors avant le changement d'échelle, on va qualifier cette échelle plutôt
cette échelle. Est-ce que vous avez des chiffres clés sur le nombre d'entreprises employeuses, sur le nombre de salariés qui travaillent en ce moment dans l'ESS en France, le nombre de bénévoles? Vous avez ces données-là? Alors c'est vrai que l'ESS, on dit souvent que c'est entre 7 et 10% du PIB, 14% de l'emploi privé. Non, mais c'est 7 et 10% du PIB. Ouais. On dit vite, mais je trouve ça incroyable. Ah ben oui, c'est incroyable. C'est énorme. Quel secteur fait déjà 10% du PIB en France? Ah ben j'en ai aucune idée. Hein. Et puis, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est un des premiers, c'est ça que ça veut dire. Exactement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si ça étonne beaucoup, et puis on peut rester là-dessus, c'est parce qu'en fait, je pense qu'on n'arrive pas à voir l'ESS comme un grand tout. Et je pense que Benoît aussi pourrait en témoigner, parce qu'il y a 10 ans, tous les débats qu'il y a eu autour de la loi qu'il a portée ont été des débats de réconciliation entre l'économie sociale et l'économie solidaire. Et je pense qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui à voir en France que l'ESS, c'est aussi bien les crèches associatives que les EHPAD non lucratives, les coopératives agricoles qui font 40% de la production alimentaire, comme les coopératives bancaires, qui sont des acteurs majeurs en France, les mutuelles de sentiers, les mutuelles multirisques, les associations, les fondations dans lesquelles on s'engage ou pour lesquelles on donne, en France ou à l'international. Et tout ça, ce continuum, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc je pense que c'est ce qu'il faut arriver à faire. Donc Benoît parle de créer en fait les conditions de ce passage à l'échelle. Les conditions de ce passage à l'échelle, elles passent par la mise en visibilité de l'ESS. C'est-à-dire que chaque citoyen comprenne ce que ça regroupe, et vous aussi, acteurs de la santé solidaire, en êtes un élément clé, en fait, parce que lorsque l'on déconstruit, en fait, certains modèles économiques, certains services publics ou certains services d'intérêt généraux, on donne les clés aux citoyens ou aux consommateurs de comprendre, en fait, ce qu'il y a derrière et d'agir en conséquence. Et je pense que c'est ça la prochaine étape de l'ESS, c'est d'arriver à montrer son altérité, sa différence, sa complémentarité avec le monde économique ou les services publics, pour qu'en fait, nous tous citoyens agissons en connaissance de cause et que nous revendiquions un acte militant. Et c'est en ça, je pense, je m'arrête là-dessus, c'est en ça que je pense que l'économie sociale et solidaire est une économie qui est politique. Et il faut le revendiquer. C'est une économie politique parce que déjà, elle a beaucoup de choses à dire sur les politiques publiques, mais aussi parce qu'à la fois, elle évalue et elle met en œuvre de manière différente certaines politiques publiques. Et vous le voyez, j'en ai parlé avec plusieurs participants sur le domaine de la santé solidaire, dans des territoires où il n'y a plus accès à la santé, auprès de publics qui sont fragiles et qui sont dans des parcours de santé un petit peu chaotiques. Ça aussi, c'est des solutions du dernier kilomètre qui importent beaucoup, qui émancipent le citoyen et qu'il faut revendiquer lorsqu'on choisit de se renter vers l'ESS. Quelques chiffres encore, donc 7 à 10% du PIB, le nombre d'entreprises, le nombre de salariés qui sont concernés par l'ESS en France. Là, je ne vais pas vous le faire de mémoire. Ah bah, je vais vous le donner. Alors, c'est 155 000 entreprises employeuses, 2,6 millions de salariés, et si on compte les bénévoles, 22 millions. Ouais, exact. C'est assez impressionnant. Ouais. Vous avez dont 1 million dans notre branche, simplement, du secteur santé, sur les 2,6 millions. Absolument, mais gardez le micro, Marie-Sophie. Ça, c'est classe. Prenez un micro, ce sera plus simple. Vous disiez donc 1 million dans votre secteur. Oui, simplement pour dire que dans cette ESS, je vais un peu rapidement, mais effectivement, sur les 2,6 millions, 1 million, c'est notre branche santé-solidarité, puisque dans le travail que nous faisons sur le regroupement, dans le cadre de Access, d'une convention collective unique étendue, on va toucher effectivement plus d'1 million de personnes, et donc ça fait de nous une branche qui est la 4e branche, même avant le bâtiment. Donc il faut vraiment avoir une idée de ce que nous représentons. Absolument. Gardez le micro. Voilà, on a eu les contours de l'ESS. Je voudrais maintenant qu'on voit les problématiques. Marie-Sophie, vous en avez vu 2 notamment. C'est le rapport avec le service public et puis le problème de financement. Et sur le service public, vous nous dites il n'y a pas d'égalité de traitement entre l'ESS et le service public. Ça doit s'imposer, il ne faut pas le quémander. C'est ça que vous voulez faire passer comme message. Oui, mais on le sait bien, et je crois que voilà, ce que peuvent dire là Benoît et Maxime le montre bien. C'est-à-dire que nous répondons, nous apportons des réponses de proximité aux personnes, des personnes qui sont des fragilités, quelle que soit la raison des fragilités. Nous le faisons avec des missions de service public définies par la loi dans notre secteur sanitaire, des missions d'intérêt général dans notre secteur médico-social et social. Et pour autant,
nous ne sommes pas reconnus à égalité de traitement avec le service public. Et donc, nous passons notre temps à devoir quémander, alors qu'en réalité, nous assurons les mêmes missions que le service public, sans revenir avec la logique désintéressée, aucun reste à charge pour les personnes. Donc on est vraiment dans des dynamiques qui sont équivalentes au service public, et nous continuons à être plutôt dans des financements fragiles, précaires, qu'il faut en permanence réassurer, alors que le service public est dans des dotations assez reconductibles. On ne traite pas de la même manière nos professionnels. Et donc, ce qui nous fait un déficit d'attractivité par rapport au service public, puisque l'État employeur traite mieux, rémunère mieux, finance mieux les professionnels par rapport aux nôtres, qui, pour autant, font exactement le même métier et rendent le même service. Vous m'avez déjà souvent entendu le dire, mais aujourd'hui, le différentiel de rémunération entre une aide-soignante qui travaille dans un EHPAD chez nous et dans un EHPAD public, et à peu près aux alentours de 230 € par mois de différence. Que voulez-vous, même si le projet qui est le nôtre, Privé Solidaire, est un projet qui passionne tout le monde, et on voit bien, avec l'expérience qu'on a eue sur le tiers-lieu en EHPAD, il y a un moment donné où, pour des salaires qui ne sont pas très élevés, cette différence-là est majeure, et elle est surtout incompréhensible au regard des services qui sont rendus. Et je pense que c'est vraiment une erreur. C'est-à-dire que je pense que c'est une incompréhension qu'on ne va pas retrouver dans d'autres pays européens d'ailleurs. Donc on a qui est un modèle qui est beaucoup plus dans une dynamique de SS. Donc on a un peu une particularité française avec ce poids du service public, mais puisque la table ronde est également sur la logique démocratique et du rôle démocratique de nos structures, c'est-à-dire que la manière dont nous fonctionnons, nos gouvernances qui sont portées par des citoyens engagés, la part de nos bénévoles qui infusent les territoires, c'est une vraie manière de faire fonctionner notre démocratie. Et je suis toujours étonnée que cet élément-là ne soit pas pris en compte, parce qu'on parle d'engagement de la société civile, mais bon sang, vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont engagés, donc au moins soutenez-les, reconnaissez-les. Alors Benoît Hamon, ça veut dire quoi? Les rapports avec le service public, c'est « je t'aime moi non plus ». Les modèles ESS apparaissent comme une charge pour les pouvoirs publics? Je peux vous assurer que peut-être que certains le voient comme tel, mais enlever ce bloc-là, la société française s'effondre, notamment en matière de solidarité. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec l'analyse qui a été faite par la présidente. Les conséquences du Ségur sur les établissements privés non lucratifs, tout le monde les connaît. Et la réalité, c'est que le ministre du Budget vient de reconnaître qu'effectivement, l'État n'avait pas assumé ses responsabilités parce que ça n'était pas financé. Ce sont ses propres mots en commission des finances ou en commission affaires économiques, je ne me souviens plus, c'est Laurent Saint-Martin qui vient de le dire. Et là, on a effectivement un problème. C'est que l'État qui est censé être l'État prévoyant, l'État qui est censé se projeter et nous projeter avec lui vers l'avenir, est celui qui ne prépare pas l'avenir en l'espèce et n'assume pas les conséquences en tout cas des actes qui sont posés. Donc, de manière évidente, ce que vient de dire la présidente, est juste et nous pose un problème. Et la difficulté dans l'ESS, donc je rappelle, c'est pas un secteur de l'économie en fait, c'est un mode d'entreprendre qui est présent dans tous les secteurs en fait. Il n'y a pas un seul secteur où il n'y a pas d'ESS. Et c'est d'ailleurs la difficulté qu'on a pour que les gens se reconnaissent dans l'ESS, c'est que si vous dirigez un EHPAD
ou si vous vendez des chaussures en scope, bah, vous ne faites pas le même métier. Hein. Donc, et de se dire on est tous dans l'ESS, oui, on y est par nos modalités de délibération collective, par notre caractère non lucratif, mais évidemment on intervient dans des secteurs différents. Mais la distorsion, elle existe aussi entre le privé conventionnel et le privé non lucratif. On se retrouve là aussi avec des règles du jeu où il apparaît assez spontanément aux yeux d'un citoyen à qui on poserait la question, et souvent de leurs représentants les élus, que nous serions, à travers nos différentes modalités d'intervention, une économie sous perfusion de la subvention publique, sous assistance respiratoire en quelque sorte, ce qui n'est pas du tout vrai. En de multiples lieux et modalités d'intervention, les acteurs privés non lucratifs apparaissent moins accompagnés, moins aidés, avec moins de financement disponible que des acteurs privés lucratifs. Et on pourrait le voir quand il y a des crédits d'impôt sur la recherche qui favorisent l'innovation technologique, qui permettent de grosses levées de fonds, et qu'il n'en existe aucun sur l'innovation sociale, par exemple. Comment dire, les 75%, 80, 90% des innovations sociales viennent de l'ESS. L'écosystème de financement de l'innovation sociale aujourd'hui, il est rudimentaire, l'État ne voit pas bien de quoi on parle, pourtant la loi ESS a dit ce que c'était l'innovation sociale. On a écrit un article dédié à cela. Mais objectivement, accompagner le développement de l'innovation sociale, qui répond pourtant à des besoins sociaux qui ne sont satisfaits ni par le secteur public, ni par le secteur privé conventionnel, ça, l'ESS est sur ce terrain-là, et il y a très peu d'accompagnement. Donc moi, je partage cette analyse-là, et on a absolument besoin de réaligner la manière dont on prend en compte l'intervention des entreprises privées non lucratives dans le champ de la solidarité, de la santé, de la prise en charge des personnes vulnérables, mais dans tous les autres secteurs, tant par rapport aux acteurs publics, aux services publics, que par rapport aux acteurs privés conventionnels. On passe parfois pour des gens qui se plaignent, alors qu'en réalité, on est bien plus résilient que tous les autres, et qu'on fait avec moins, autant sinon mieux. Et je le repose là, pour que ce soit, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire, nous sommes coproducteurs du premier kilomètre de l'intérêt général. EHPAD, crèche, accès aux soins, dispensaires, club de sport amateur, établissements culturels, ressourceries, épiceries solidaires, tiers-lieux, incubateurs, blablabla, blablabla, tout ça, c'est le premier kilomètre de l'intérêt général. Mais enlevez-le, et la société française s'effondrerait. Les 20 millions de bénévoles, ils ont une énergie considérable, elle n'est pas infinie. Et on ne peut pas réduire les budgets des acteurs de l'ESS au motif qu'ils peuvent toujours accéder à la ressource énergétique bénévole. Ça ne marche pas comme ça. Et il faudra à un moment, d'ailleurs c'est la discussion que nous avons aujourd'hui que j'ai moi avec le Premier ministre, comprendre qu'arrive un certain niveau d'intervention ou de non-intervention de l'État où le système peut aussi s'effondrer. Il y a vraiment à repenser cette relation entre les pouvoirs publics et les acteurs de l'ESS. Nous, on souhaite une relation adulte, équitable, pas plus ni moins. Alors, la parole au gouvernement, à l'État, une relation adulte, équitable. Comment on peut construire une égalité de traitement entre et les services publics ? Alors déjà, je rejoins entièrement ce qui a été dit. Je pense qu'il faut avoir aussi un discours de vérité. Comme je vous disais, il y a encore quelques mois, j'étais entre guillemets de l'autre côté en tant que dirigeant associatif, et tout ce qui est évoqué sur le médico-social, en tout cas si je parlais du secteur que je connais le mieux, qui était le logement très social, c'est la même chose. Si vous voulez, ce que tu évoques, Marie-Sophie, sur les différences de traitement entre le public et les modèles de l'ESS, on a un petit peu les mêmes dans le logement, si vous voulez, entre les HLM et les agences immobilières à vocation sociale, notamment sur les droits de mutation, etc. Donc tout ça, en fait, ça nécessite de faire la pédagogie en interministériel sur ce que sont ces modes d'entreprendre et, comme disait Benoît, présentes dans tous les secteurs d'activité. Donc ces formes d'injustice et d'inéquité de traitement, elles sont présentes dans tous les secteurs d'activité. Et bon, il faut aussi mettre les pieds dans le plat et dire franchement ce qui est. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à déconstruire ce que sont ces structures auprès des politiques publiques sectorielles et montrer en quoi c'est à la fois le premier kilomètre de l'intérêt général, de la construction des politiques publiques, mais aussi un petit peu le dernier, parce que souvent on le voit, les actions des acteurs de l'ESS sont très complémentaires des politiques publiques qui ne marchent pas.
à la fois parce qu'il faut un retour d'expérience auprès des pouvoirs publics, que ce soit des collectivités territoriales ou de l'État, sur le fait qu'une politique publique n'arrive pas à un certain territoire, n'adresse pas les bons publics, etc. Et aussi, soit fait de la prévention, soit fait de la réparation de tout ça. Donc ça, je pense que c'est notre objectif des prochains mois, des prochaines années. La loi d'il y a 10 ans a permis beaucoup pour unifier le secteur, pour le visibiliser, pour donner des outils. Malheureusement, une loi ne peut pas tout. Derrière, il faut des moyens, il faut de la volonté politique, il faut des ressources financières. Et si on veut passer une échelle, si on veut passer une marche, là maintenant, il faut commencer à montrer que l'ESS, présente dans tous les secteurs d'activité, est une chance pour rendre plus efficaces aussi bien les politiques publiques que rendre plus efficaces les modèles privés dans ces secteurs d'activité. Alors vous avez parlé des moyens, parlons justement des financements. Est-ce que vous avez un budget propre, vous, en tant que délégué interministériel à Bercy, justement pour essayer de développer l'ESS et aider Marie-Sophie dans ses Mais c'est une excellente question que vous posez, et pile au bon moment en plus. Merci. Au sein des débats budgétaires. Non, il y a deux blagues à part. Il y a deux façons de voir l'ESS à l'échelle du budget de l'État. Il y a de façon tout à fait précise à Bercy, et donc il y a un budget opérationnel qui est, on va se le dire, qui est assez faible, qui est de l'ordre de 20 millions d'euros en moyenne. Je ne rentre pas en compte les débats qu'il y a en ce moment sur sa réduction. Et plus largement, on sait que ce soit en dépenses directes ou en manque à gagner de recettes fiscales, c'est à peu près 16 milliards, en fait, ce que l'ESS représente. Manque à gagner pour recettes fiscales, c'est-à-dire c'est-à-dire, par exemple, ce que vous allez donner pour une association, vous allez avoir soit un crédit, soit des cotes d'impôt sur le revenu. Donc tout ça est chiffré à peu près 16 milliards. Donc ça représente quand même quelque chose. Sauf que le problème, c'est qu'on ne le voit pas de façon aussi transverse. Voilà. Et ça aussi, c'est un défi pour demain, c'est de montrer l'ESS, non pas des 20 millions de ce qui existe aujourd'hui à Bercy et qu'il faut absolument sanctuariser parce que ça permet de faire effet de levier et ça permet justement aux acteurs de l'ESS de renforcer leurs capacités, d'accéder à des dispositifs comme les pôles territoriaux de coopération économique ou les dispositifs locaux d'accompagnement. Mais ce n'est pas tout, en fait. C'est vraiment les 1%. Quoi, voilà. Maintenant, ce qu'il faut arriver à montrer, c'est que l'ESS est présente dans ces 16 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la présence de l'ESS dans ces 16 milliards? Et comment est-ce qu'on fait pour aussi les sécuriser? Parce que ça participe, plus que quiconque, à l'intérêt général. Ce n'est pas la même chose, en fait, un établissement de santé purement privé que la santé solidaire. Ça ne veut pas dire la même chose. Et ça ne veut pas dire la même chose aussi bien pour vous qui gérez ces structures que pour les usagers, en fait. Benoît Hamon, vous voulez réagir? Vous avez vu. Tout ce qu'a dit Maxime est juste. Mais. Et le M n'est pas minuscule. Mais c'est qu'effectivement, si, Maxime a raison, et je pense que c'est un observateur à la fois lucide, éclairé, il nous est d'une grande aide et un grand soutien de nos préoccupations auprès des membres du gouvernement. Donc c'est absolument pas lui qui est en cause. Il a raison de dire qu'évidemment l'intervention de l'État à l'égard des modèles non lucratifs, elle ne se limite pas au budget de l'ESS qui est modique, je veux dire 20 millions d'euros pour soutenir les dispositifs qui accompagnent les porteurs de projets sur les territoires. Il l'a dit, DLA, PTCE, Chambre régionale de l'ESS. Bon, il y a ça. La vérité, c'est qu'il y a des interventions directes, il y a des interventions indirectes à travers le budget de l'État qui accompagnent, aident à structurer l'ESS. L'insertion par l'activité économique, des entreprises vont être accompagnées au poste, avec des aides au poste, parce qu'elles accompagnent des travailleurs éloignés de l'emploi à pouvoir retrouver une place sur le marché du travail. Donc elles réalisent une mission d'intérêt général. En même temps, elles font commercialiser sur des marchés la production de ces travailleurs, double mission, celle d'être une entreprise comme une autre en quelque sorte, mais aussi avec une mission d'intérêt général, et il est logique que l'État les accompagne. Bon, une fois que j'ai dit ça, l'État va baisser ses concours directs aux acteurs de l'ESS dans son budget. Le chiffrage, il est difficile à faire aujourd'hui, mais on peut prendre quelques exemples. Les tiers-lieux qui vont voir leurs moyens réduire considérablement, les radios associatives, le monde de la culture, du sport, ça tombe dans tous les domaines. L'État va réduire ses concours aux collectivités locales, qui vont même répercuter cela sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Le budget dont parlait
Maxime Baduel, qui était autour de 22 millions, va passer à 16, donc c'est quand même assez sévère. Et j'apprends là aujourd'hui que en commission des finances, en ce moment, pour essayer de trouver de nouvelles économies, on pourrait baisser, ce qui est un des pans des 16 milliards qu'évoquait Maxime, la défiscalisation, vous savez, du mécénat, des dons, qui fait que vous donnez à une association et que l'État suit. Si vous diminuez la défiscalisation, vous allez diminuer les dons. Ça fait 4 lames. Les concours directs, les concours aux collectivités, donc indirects à l'ESS, le soutien à l'écosystème qui est le nôtre, qui nous permet de créer des activités, et enfin les concours privés au développement des solidarités. C'est insoutenable. C'est difficile de donner des chiffres, mais on anticipe quand même d'innombrables fermetures d'établissements, d'innombrables suppressions d'emplois dans tous les domaines, qui sont ceux justement de ce premier kilomètre de l'intérêt général. Et puisqu'on touchait à la question démocratique, c'est difficile de faire vivre la démocratie là où il n'y a pas d'égalité des droits, là où on ne peut pas se soigner correctement, là où on n'a pas accès à des transports publics, là où on a le sentiment d'être éloigné de tous ces droits élémentaires auxquels ont droit les autres. Et dans ces territoires-là, c'est là où s'exprime avec le plus de force le mécontentement, la colère, et parfois la xénophobie, parce qu'il faut bien trouver des boucs émissaires. Et toute cette colère, elle gronde, elle est là. Et la question, c'est comment soigne-t-on ce pays ? Le soin. Comment est-ce qu'on est comment on prend soin des Français, et pas simplement comme vous le faites dans vos établissements où tous les jours vous prenez soin d'eux, mais comment on prend soin des citoyens. Et là, je vais vous le dire, je ne vais pas mettre de mots trop durs parce que la réalité est suffisamment dure pour qu'on n'en rajoute pas. Là, ce budget ne prend ni soin des Français ni de la France. Alors je comprends la logique. Quand on a presque 7% de déficit public, il faut traiter le problème. Mais il y a des potions qui, parce qu'elles sont si violentes, tuent le malade au lieu de le soigner. Donc il faut faire attention. Marie-Sophie, votre réaction face à ces 4 lames de fond qui arrivent là avec ces baisses des financements, puis on va parler aussi du financement solidaire. Clairement, effectivement, ça nous inquiète. On ne peut pas dire les choses de façon différente. Et je pense effectivement que dans ces logiques-là, il faut réussir à jouer groupé. Il faut réussir à jouer solidaire. Et donc, c'est vrai qu'avec Maxime, on a un interlocuteur qui est attentif à nos questions, qui essaie de soutenir un certain nombre de nos préoccupations. On pourrait parler de l'amendement autour de la taxe sur les salaires, etc. Donc on a des sujets sur lesquels on essaie effectivement d'avancer pour se redégager des marges de manœuvre. Et c'est important d'avoir un interlocuteur à Bercy qui puisse prendre en compte ces questions-là. Et objectivement, c'est peut-être aussi un interlocuteur sur lequel on ne s'est pas suffisamment appuyé ces derniers temps. C'est-à-dire qu'on était plutôt dans une discussion avec le secteur santé, le secteur solidarité, qu'on n'a sans doute pas collectivement. On n'est pas suffisamment allé sur ces questions-là. Et clairement, je le dis, c'est vrai que la FEAP, tous nos établissements et services, ils ont été fondateurs de l'économie sociale et solidaire, parce que pour le coup, ils existent depuis plus d'un siècle, et sans doute ça a commencé par la question de comment on prend en compte les plus fragiles. Voilà, donc comment les congrégations, les mutuelles, les associations de personnes elles-mêmes se sont mobilisés en disant voilà, on n'a pas une réponse satisfaisante, donc on va y aller. Donc on est vraiment, je vais dire, à l'origine de ce secteur-là. On a créé un modèle donc, qui s'est déployé. Et j'aurais tendance à dire que maintenant, il faut également qu'on réussisse à s'inspirer d'un certain nombre de dynamiques portées par l'ESS pour voir comment on peut élargir nous-mêmes nos capacités à agir. On est dans la logique de la fertilisation croisée. Fertilisation croisée, s'il vous plaît. Donc parce qu'effectivement, je crois que l'ESS doit pouvoir s'appuyer sur le savoir-faire
de notre secteur santé solidaire qui portons un certain nombre de discours autour de la question de la solidarité. Et par ailleurs, on voit bien par exemple que sur la question des financements, il faut qu'on soit en capacité sans doute d'élargir ce que nous faisons aujourd'hui. Benoît le disait, le financement n'est pas exclusivement public. Objectivement, dans notre secteur, il est encore principalement public. Mais sans doute que dans le contexte dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, il faut peut-être qu'on soit en capacité de s'inspirer de ce que font d'autres dans l'économie sociale et solidaire pour retrouver des logiques de financement, tant, j'allais dire, en fonctionnement, pour nous aider à poursuivre et à développer nos initiatives, mais aussi apporter des logiques de financement, d'investissement, pour ne pas, j'allais dire, dépendre de quelque chose qui est un peu compliqué aujourd'hui quand même à mobiliser dans par rapport à l'État. Donc on voit bien que ce qui peut se faire, alors évidemment on peut parler un tout petit peu de tout ce qui est crowdfunding, etc. Donc tout ce qui est financement recherche. Ouais. C'est quoi les pistes de financement solidaire? Comment on peut trouver de nouvelles pistes pour justement injecter de l'argent dans l'économie sociale solidaire et dans vos établissements? C'est quoi? Par exemple, moi je suis toujours très intéressée par le modèle de l'UCPA. Donc, vous savez, les villages vacances, tout le monde connaît les villages vacances, donc très bien, qui fait partie de l'ESS, hein, et qui a mis en place des logiques de levée de fonds qui sont quand même donc rémunérés, c'est-à-dire celles et ceux qui sont rémunérés, mais une rémunération qui n'a rien à voir avec la rémunération de ce qui peut se trouver sur le marché, parce que les personnes acceptent effectivement, personne ou personnalité morale, peu importe, acceptent de participer à un financement qui fait sens en termes de logique. Moi, je considère aujourd'hui que si dans le secteur santé solidaire, on devrait être en capacité de pouvoir monter des initiatives de ce type-là, et qu'on devrait pouvoir retrouver en France des personnes. Alors, on sort un peu de notre zone de confort, puisque malgré tout, on rémunère quand même celles et ceux qui nous apportent des financements, mais ça demeure une dynamique qui est une dynamique qui fait sens par rapport à la réponse à l'intérêt général que nous portons. Ça, c'est par exemple une des premières manières de le faire. Mais on a déjà beaucoup d'associations qui font des levées de fonds un peu exceptionnelles pour porter tel ou tel dispositif. Je ne suis pas sûre qu'on soit allé encore complètement au fond c'est vraiment une piste à explorer, à professionnaliser, entre guillemets. De toutes ces capacités-là, et de voir ce qui peut se faire au niveau de chaque adhérent, et puis peut-être ce qui peut se faire à un niveau plus fédéral, pour pouvoir apporter un soutien aux uns et aux autres. Donc là, par exemple, il me semble qu'il y a des pistes à travailler sur ces questions-là, sans parler qu'il y a effectivement des banques qui sont déjà dans cette dynamique de l'ESS. On a quand même un champ qui est très large dans l'ESS. Puis l'autre élément sur lequel, à mon sens, il faut qu'on avance plus, c'est notre capacité à faire groupe, y compris sur les territoires. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas forcément très bien entre membres de l'économie sociale et solidaire, mais là où il y a des coopératives agricoles, coopératives d'achat, d'économie circulaire, enfin bref, un certain nombre d'éléments sur le territoire, comment fait-on pour que, alors, prioritairement, on se soutienne et on travaille les uns avec les autres. Alors c'est vrai, objectivement, je le dis très, très gentiment, on a aussi un peu de mal à le faire au sein de la FEAP, entre nos adhérents. Mais il n'empêche, je veux dire... Donc, mais ce sont des pistes, c'est ça qui est intéressant. Et peut-être que c'est peut-être plus facile de le faire, parce que là, en l'occurrence, on n'est pas en logique de concurrence, mais on est en logique de partenariat possible pour soutenir tous ensemble
la dynamique de l'économie sociale et solidaire. Et donc la logique des territoires, dont on a beaucoup parlé là, peut être le lieu idéal pour essayer de recenser le qui fait quoi et la manière dont on peut se soutenir mutuellement. Alors, Monsieur le Président de l'ESS France, des pistes sont avancées, des idées pour ces levées de fonds solidaires, ce financement solidaire, faire groupe sur le territoire. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut creuser et avancer réellement ? Tout ça. Tout ça. Non, mais je suis totalement d'accord. Mais vous prenez la liste de vos fournisseurs. Moi, je l'ai fait quand je suis arrivé à la tête de l'ONG que je dirige. J'ai regardé qui s'occupait des chèques déjeuner, qui assurait la complémentaire santé. Et je me suis dit, déjà, on n'est pas dans l'ESS. Donc, il faut changer ça. Et si on avait une stratégie, les uns et les autres, qui consiste à avoir une préférence pour les modèles ESS, là où les prestations sont comparables, là, évidemment les coûts sont comparables, déjà, je peux vous assurer que la part de l'ESS dans l'économie va spontanément grandir par la préférence qu'accorderont les acteurs de l'ESS à traiter avec d'autres acteurs de l'ESS. Ce n'est pas exclusif, on n'est pas sectaire, mais c'est vrai que ça peut être une démarche et j'approuve totalement la position de votre présidente. La deuxième chose que je voulais dire, là encore je suis d'accord, c'est que la raréfaction des concours publics nous amène naturellement à essayer de penser différemment le financement de nos activités. Avec une difficulté, c'est que quand nous sommes entièrement non lucratifs, attirer des investisseurs dans nos activités est plus difficile puisqu'ils ne peuvent pas attendre de gains liés à ces investissements. Donc beaucoup ont transformer leur modèle en passant de la non-lucrativité à la lucrativité limitée. D'ailleurs, lorsque j'étais ministre de l'économie sociale et solidaire, nous avons validé la création de ce qu'on appelle les certificats mutualistes à l'époque, qui était un moyen pour les mutuelles de proposer un rendement, une lucrativité limitée à la participation de leurs sociétaires à l'effort qui était demandé pour investir, diversifier l'activité des mutuelles. Donc la lucrativité limitée est une des formes possibles de transformation de nos modèles, avec évidemment un équilibre, parce que dans toute structure qui se transforme mais qui passe de la non-lucrativité à la lucrativité limitée, la question est: fais-je entrer le loup dans la bergerie à travers un peu de lucrativité, ou est-ce une manière pour nous de garder notre spécificité, la délibération collective, la gouvernance démocratique, la solidarité, en allant chercher l'argent là où il se trouve, du côté des investisseurs qui ont les plus de capacité à agir, et en leur proposant ce petit rendement qui permet à ce capital patient de venir accompagner les stratégies qui sont les nôtres. Et à l'évidence, moi je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'il faut enfermer l'ESS avec du barbelé, des gardiens dans les guérites qui tirent à vue sur quiconque touche à nos modèles. On s'ouvre aux autres. Quand même. Oui, puis il faut avoir des stratégies qui soient des stratégies, je le répète, d'alliance. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi, je l'ai dit, il y a des certitudes et il y a de l'urgence. Et donc il faut adapter nos stratégies à l'urgence de la lutte contre le dérèglement climatique. C'est toute l'économie qu'il faut faire pivoter. Il faut adapter nos stratégies à l'urgence de prendre en compte la question du vieillissement, la diminution du nombre d'actifs en capacité de cotiser pour les inactifs. Donc il y a quand même des sujets qui sont pas en plus qui ne datent pas d'hier, qu'on connaît depuis longtemps, et vis-à-vis desquels il faut construire des stratégies et qui soient des stratégies volontaristes. Donc je crois en effet qu'il y a là des instruments et un des acteurs vers lesquels là encore il faut se tourner, parce qu'il n'est pas assez aujourd'hui, à mes yeux, aidant, c'est le banquier public, qui n'est pas l'État, mais son principal instrument, BPI France par exemple. BPI France n'a pas de thèse d'investissement, n'a pas de doctrine de financement de l'économie qui ait suffisamment compris l'intérêt et l'importance de nos modèles. Je le dis, c'est pas du tout. Je leur jette pas la pierre. Trop start-up chez BPI France, trop entreprise privée classique et pas assez d'autres modèles. En fait, des fois, le banquier public doit se souvenir qu'il est aussi public et pas que banquier, quoi. Oui. Je fais aucun procès d'intention. C'est simplement que c'est un outil crucial de financement de l'économie et à travers lequel l'État doit agir sans qu'on donne l'impression que le banquier public fait un peu ce qu'il veut, quoi. Et qu'il fait parfois, qu'il va là où on n'a pas besoin de lui. Il y a
cette anecdote que je vous partage, mais elle est tellement, elle est cruelle pour BPI France, mais je vais quand même la partager. Vous les aimez bien. C'est Maud Sarda, qui est la directrice de Emmaüs Solidarité. Vous savez, Emmaüs Solidarité, c'est ce qui permet de s'habiller. C'est l'alternative à la fast fashion à travers les vêtements qu'on peut achetés en ligne et qui ont déjà été utilisés. Et elle rappelait que le même jour, BPI France lui refusait une subvention de 40 000 € quand BPI France annonçait un investissement de 7 millions d'euros dans Dogami, une start-up qui développe la possibilité d'avoir un chien virtuel qui soit votre ami. Et donc elle disait, moi j'ai pas mes 40 000 € en subvention, ils ont leurs 7 millions d'euros comme dans la start-up, je ne sais même pas si elle ne sera pas américaine dans 10 ans. Est-ce que tout ça a du sens? Alors c'est cruel, c'est pas les mêmes personnes, mais quand même... Prochain congrès, on invite BPI France. Prochain congrès, on les invite, on va voir s'ils vont nous donner. Mais bon, on adore les chiens virtuels. C'est très sympa. Les chiens réels sont chats. On va prendre vos questions dès maintenant. C'est intéressant de poursuivre cette table ronde avec vos interrogations et vos remarques. On a dit beaucoup de choses sur l'économie sociale et solidaire, sur l'ESS. Et je pense que ça va être intéressant d'échanger avec la salle. Qui est-ce qui veut prendre la parole pour commencer? Nos interlocuteurs sont là pour vous répondre. Allez-y. Alors, on a quelqu'un ici. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je suis Agnès Cayette-Baudouin, je suis médecin et directrice d'établissement, une petite structure de dialyse maladie rénale. Je suis membre de la délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai une question sur l'économie sociale et solidaire pour, je dirais, y travailler de longue date au sein de la FEAP. J'ai vraiment l'impression que notre secteur a un temps d'avance sur tout ce qui est prévention. Du fait de nos difficultés et de nos problématiques financières bien évoquées, on a tous construit dans tous nos secteurs, et particulièrement moi dans mon champ en maladie rénale chronique, des systèmes qui permettent d'avancer et de mettre en place cette prévention, de garder les gens en bonne santé, que ce soit des personnes handicapées, des personnes en psychiatrique, des personnes à risque. Et en maladie rénale chronique, nous, on est en train de démontrer que ça fonctionne et que ça marche. Et qu'on arrive à faire cela. Notre établissement, alors moi je suis médecin et donc au pilotage, j'ai joué cette carte. Par voie de conséquence, mon activité, l'activité de dialyse qui est habituelle chez nous diminue et je me trouve dans une espèce de ciseau avec moins de financement à l'activité et très peu de financement à la prévention. Et moi, j'aimerais savoir comment, dans notre champ économie sociale et solidaire, on pourrait modéliser notre action au service de la prévention, parce que de ce que je vois au niveau de la délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes, on est vraiment tous des acteurs et on a tous des idées assez fabuleuses sur ce sujet. Donc, si on pouvait évoquer ce sujet, on serait ravis. C'est intéressant, la prévention. Oui, alors ça, c'est une excellente question. Et comme disait Marie-Sophie, je pense que c'est en ça en fait qu'il faut que la FEAP tente de plus en plus à revendiquer son appartenance à l'économie sociale et solidaire, pour une raison qui est totalement opportuniste, qui est l'hybridation des modèles économiques, si on parle de façon hyper techno. De façon hyper techno, ça veut dire d'aller voir dans d'autres secteurs d'activité de l'ESS comment est-ce que les modèles économiques sont structurés, quelles sont les opportunités de financement. Et donc là, si on parle de prévention et qu'on tire le fil, c'est quelque chose qui est particulièrement unique ou singulier. Ça sous-tend la question qu'évoquait tout à l'heure Benoît, qui est le financement de l'innovation sociale. Voilà. Et donc ça, encore une fois, il faut arriver à se le revendiquer, à l'écrire noir sur blanc et à montrer le professionnalisme. Aujourd'hui, on n'est pas du tout au rendez-vous du financement de l'innovation sociale. Et sincèrement, Benoît faisait la petite caricature que je partage totalement, sauf peut-être l'amour pour les animaux virtuels par rapport à BPI. Mais BPI en a aussi conscience. Sauf qu'en fait, c'est quelque chose qui est pensé de façon monobloc. C'est-à-dire que quand on a une thèse d'investissement qui est purement concentrée sur les entreprises conventionnelles et qu'on demande de faire un petit pas de côté pour regarder des entreprises qui se développent de manière différente et qui ont des modèles économiques qui sont différents, ça demande une capacité d'adaptation. Voilà. Et donc, si on parle de l'innovation sociale, je pense que ça, c'est un des gros enjeux de demain, parce que si vous regardez comment la tech s'est développée, au-delà de la French Tech, au-delà des levées de fonds records, etc., c'est parce qu'en fait, on leur a permis à un moment de financer
la prise de risque, l'initiative, l'idée. Sans garantie, sans contrepartie, sans rien. Voilà. Et moi, je pense, et je vous le dis aussi, encore une fois, je pense que c'est dur quand même de stériliser complètement son passé et son vécu. Et je vous le dis aussi en tant que dirigeant associatif. Moi aussi, j'ai été amené à justifier par A plus B, etc., les coûts évités des associations par rapport à l'action publique. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi donner l'opportunité aux structures de l'ESS d'essayer, quitte à se tromper. Et c'est pas grave, parce qu'il y a aussi plein de structures qui essayent, qui se trompent sur des secteurs qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Et donc c'est là aussi où je pense qu'en fait il faut faire bloc, et c'est pour ça que en fait si chacun joue dans sa cour sectorielle, soit le logement, les ressourceries, le médico-social, la carte de l'ESS ou du modèle solidaire ou non lucratif, je suis pas sûr qu'on y arrive. Par contre, si on fait bloc, ben, pour moi, je pense que ça a créé l'alternative, l'altérité à la fois au monde marchand et au secteur public et au monde politique. Et c'est ça, je pense, le défi aussi de l'ESS demain. C'est bien que c'est un pouvoir d'émanciper les citoyens, c'est aussi un pouvoir d'émanciper les structures et les modèles. Une autre question dans la salle, monsieur? On va vous donner un micro. Oui, Jean-Louis Garcia, le président de la Page. Merci à tous les trois de tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. On est capable d'être innovant. On est capable aussi de prendre des risques. Et je veux revenir sur un sujet que vous avez abordé. On n'a pas d'actionnaire à rémunérer, ce qui veut dire que quand on gère bien, quand on arrive à dégager des excédents, qu'on constitue des fonds propres, on les remet dans la machine. Alors je vais illustrer. Mayotte, on crée à Mayotte la première entreprise adaptée de Mayotte. Il y a à peu près 2 ans, quand j'ai présenté ça en conseil d'administration, bien évidemment, j'ai présenté un dossier déficitaire. Première année, deuxième année et vraisemblablement troisième année. Parce qu'on est capable de mobiliser des fonds et on les remet dans la machine. On sort de l'exclusion totale des personnes en situation de handicap qui n'ont jamais travaillé. Aujourd'hui, il y en a 21, objectif 45. Et puis, vous l'avez abordé, on va nous ratatiner les aides au poste. Ce qui veut dire que l'objectif d'équilibre que nous avions à terme va être mis en difficulté. Et quelle piste nous avons? On produit davantage, on court après, ou finalement, parce que ça met en péril tout le reste, bon, on arrête l'expérience et on remet dans l'exclusion les personnes. Il y a sur les modèles qui nous sont présentés actuellement par les pouvoirs publics, il y a urgence et danger. Et moi, j'aimais bien quand j'ai entendu « on est debout ». On quémande rien du tout. Et c'est ça aussi qu'il va falloir expliquer, comment des entreprises comme les nôtres arrivent à sortir des concitoyens de l'exclusion, mais en contribuant même financièrement à ces sorties de l'exclusion. Et on a besoin, alors Benoît, on a besoin de toi en tant que président de SSE France pour parler haut et fort sur ce que nous représentons et combien on est aussi garant de lien social, de solidarité et de capacité d'aller sur des chemins où d'autres entreprises n'iront pas, parce qu'il y a des prises de risques financières qu'ils ne prendront pas. Benoît Hamon, on a besoin de vous. Merci Jean-Louis, c'est sympa. Non mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a évidemment des prises de risques liées aux activités qui sont celles des acteurs de l'ESS, notamment dans le champ des solidarités, de la vulnérabilité des personnes, qui sont des territoires où il y a beaucoup d'innovation sociale. D'ailleurs, une des innovations sociales qui vient de l'ESS et qui a le mieux marché, c'est la transformation des caisses de secours en sécurité sociale un jour. Il faut quand même rappeler que le jour où la sécurité sociale se fait, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, elle s'inspire quoi? Des solidarités imaginées par les travailleurs eux-mêmes et qui étaient à l'échelle d'une mine, d'une usine, d'un métier et qui ont été pollinisées, généralisées, dupliquées et c'est devenu la sécurité sociale. Donc effectivement, on n'a pas beaucoup de doutes sur la capacité d'innovation de notre secteur. Peut-elle reposer aujourd'hui sur la seule contribution
des acteurs eux-mêmes. À l'évidence, non, parce que les besoins sont de plus en plus forts. Je suis d'accord avec vous, docteur, sur le fait qu'on a besoin aujourd'hui aussi de... Mais ça, vous êtes meilleur spécialiste que moi. De faire intégrer à l'État-providence, à l'État réparateur, que c'est mieux quand l'État finance la prévention, parce que ça nous évite d'avoir à soigner des gens malades. C'était quand même... c'est idiot, à chaque fois on répète tout ça, c'est mieux de prévenir que guérir, mais ceux qui sont censés préparer l'avenir, c'est l'État, pour le coup, qui devrait adhérer à ça, va mettre davantage d'argent sur le fait de réparer, très bien, que sur le fait d'éviter que ça casse. Bon, j'ai 1000 exemples là-dessus. Quand on voit, par exemple, le temps qu'il a fallu pour que l'activité physique, comme moyen pour les gens en général, de lutter contre la sédentarité, de lutter contre les maladies chroniques, pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, comme un moyen d'aller mieux et d'éviter de tomber malade. Ça a mis du temps pour que culturellement on comprenne que sans qu'on rembourse le fait d'aller faire des haltères en salle de sport par la sécurité sociale, il était important qu'on généralise des modalités d'activité physique qui nous permettent d'éviter que les gens tombent malades. Bon, tout ça prend du temps, c'est indiscutable, et c'est surtout, et je veux dire cela, il y a quelque chose sur lequel vous devez être, me semble-t-il, intraitable. C'est qu'il existe encore une culture... je pense qu'il y a une culture de la fonction publique, d'une partie de la fonction publique, ou une culture dans certaines sphères de l'État ou des milieux économiques qui postulent qu'une entreprise dirigée par, quand c'est une mutuelle, un instituteur qui a été élu par ses pairs pour diriger une grande mutuelle de l'éducation nationale. Dans le champ du handicap, par quelqu'un qui n'a pas les diplômes d'une grande école de commerce et qui dirige, qui est président de cette structure-là. Que cette gouvernance-là, on lui prête d'être lente, de ralentir les décisions, d'empêcher la performance et de ne pas être assez éclairé. Et quand on tire ce raisonnement-là, on en arrive même au moment où il y avait des discussions sur la question du Premier ministre, à considérer que Thierry Baudet, président du CESE, ancien président du groupe Vive, ne serait pas un bon professionnel de la politique et ne pourrait pas diriger le pays. Vous vous souvenez de ces commentaires? Alors que quoi qu'on pense d'ailleurs de Thierry, moi je l'aime beaucoup, hein, mais ce commentaire-là était inacceptable. D'ailleurs, d'abord, ça se saurait si les professionnels de la politique étaient capables de régler les problèmes du pays. Déjà, et d'une, je me permets de le dire. Et c'est un ancien politique qui le dit. Je pense qu'il y en a qui sont doués, hein, mais quand même, ça ne garantit pas. Et voilà, mais en soi, et donc, il y a quelque chose d'assez incroyable à ce que ce procès soit fait aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et des modèles non lucratifs. Et il faut prendre cette place-là. Pourquoi ? Parce que, je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, et Madame la Présidente, vous l'avez dit, nous sommes la société civile. Nous sommes la société civile, à travers des acteurs économiques, donc qui créent de la valeur économique, mais qui ont en plus une contribution indéniable à la cohésion sociale. Derrière chaque salarié de vos établissements, il y a 1001 liens sociaux qui, s'ils s'effondrent, déchire toute l'étoffe ou tout le tissu social de la France. Mais nous avons aussi une contribution démocratique. Or, cette double contribution, d'ailleurs c'est peut-être bien, ne se retrouve dans aucun tableur Excel. C'est quoi la performance démocratique des entreprises? Peut-être mieux d'ailleurs qu'on ne le calcule pas. Mais n'empêche qu'elle existe. Et à ce titre, parce que nous sommes la société civile, et qu'il apparaît que le pouvoir politique est peut-être plus... impuissant aujourd'hui qu'il ne l'était avant, c'est-à-dire il a le pouvoir mais pas la puissance, nous avons la puissance mais pas le pouvoir. Il faut rééquilibrer cela. Et il faut donner à la société civile, et ça c'est le moment de ce débat-là peut-être, les voies et les moyens de devenir davantage acteurs de la transformation pour que ce que vous disiez, madame, sur la question de financement de la prévention soit traité à partir de l'observation que nous faisons de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, et pas d'une lecture verticale de ce qui est bon ou pas, en fonction seulement ou de critères comptables ou d'une vision très, très lointaine de l'intérêt général. Voilà, donc moi je crois beaucoup à cela, et du coup c'est passionnant, parce que ça nous ouvre des espaces démocratiques énormes, et j'ai la faiblesse de croire que plus on prendra de la place, plus on parviendra aussi à résoudre la question du désenchantement démocratique. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle avant la pause ?
Oui, de ce côté-là. Oui, bonjour, Hippomène Gandition, ancien directeur d'établissement, retraité depuis quelques mois. Très beau débat, et je félicite effectivement les intervenants. Donc, nous avons un projet d'économie sociale et solidaire en Guadeloupe et qui est encore d'actualité, qui consiste effectivement à mettre en place une plateforme d'aide technique qui consiste à collecter, réparer et remettre en circulation les aides techniques pour pouvoir les utiliser auprès d'un public à moitié réduite, personnes âgées, personnes en situation de handicap. Nous sommes confrontés à deux problèmes. Un problème de gisement, puisque la Guadeloupe continentale, à partir des études que nous avons faites, à la fois par un cabinet et par la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, donc ce problème de gisement est posé. Nous allons probablement travailler avec les îles, nos îles, puisque notre sénateur Dominique Théophile l'a dit. Donc la Guadeloupe, c'est un archipel, mais nous pensons aussi nous ouvrir aux départements voisins, la Martinique, la Guyane, et peut-être aussi à la Caraïbe, puisque encore notre sénateur a parlé du dispositif médical qui existe. La question que je voulais vous poser, comment vous voyez effectivement cet accompagnement, puisque nous serons confrontés à un problème de continuité territoriale. Et que pouvez-vous nous dire sur l'intérêt de ce projet pour le département? Voilà. Merci. Maxime? Bah oui, je me tente à répondre. Alors c'est vrai que c'est des sujets pas faciles et qu'on a assez régulièrement avec l'Union du réemploi solidaire. De façon très pratico-pratique, je veux bien qu'on se parle peut-être 2 minutes à l'issue de cette table ronde pour vous dire où est-ce qu'on en est. Je pense qu'il y a un gros travail de pédagogie auprès des éco-organismes, en tout cas sur toutes ces filières. Et je pense qu'il y a un travail aussi qui est fait d'ailleurs très très bien par l'Union du réemploi solidaire, par des acteurs comme Guillaume Ballas chez Envie Autonomie, de mise en avant aussi et d'effet bloc en fait de ces acteurs. Voilà. Donc moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que clairement, la captation du gisement devient quelque chose qui est de plus en plus marchand, en fait, et qui est du coup de plus en plus intéressant pour des structures qui essaient d'avoir simplement un vernis de l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas d'essayer d'en approcher pour capter ce gisement. Donc là, je pense qu'il y a aussi un coup à jouer, il y a un rapport de force qu'il faut montrer, que d'ailleurs Emmaüs et que Envie font très très bien. Voilà. Oui, d'accord. Exactement. Bon, en tout cas, voilà. Donc, pour absolument ne pas répondre à votre question, je veux bien qu'on s'emballe parce que je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est un énorme sujet et qui, aujourd'hui, il n'est pas très bien traité. Oui, simplement pour dire qu'il faut jouer effectivement sur l'ensemble du champ. C'est-à-dire qu'il y a effectivement sur la question du réemploi, mais il y a également sur la question de ce que ça veut dire en termes d'économie. Et donc, il y a aussi sans doute à prendre en compte la caisse primaire d'assurance maladie et la manière dont éventuellement ces questions-là peuvent être accompagnées. Donc, je pense qu'il faut réussir à jouer sur tous les leviers. C'est le charme de notre secteur, c'est qu'il faut savoir aller frapper à peu près à toutes les portes. Donc ça complique un peu en logique de coordination pour monter des projets, mais c'est quelquefois efficace. L'agilité. Une dernière question? Ah, il y a plein de questions. Alors on va essayer d'en prendre 2. Questions courtes et on va faire réponse courte. Je vous donne le micro déjà, madame, et mon collègue. Alors moi, je vais. Bon, Brigitte Bram, je fais partie du conseil d'administration et responsable de la gouvernance. Petite question à Monsieur Hamon. En Europe, on a pratiquement 20 millions de travailleurs dans l'économie sociale et solidaire. Ce sont les chiffres officiels. Et je demande, quelle est l'implication en France, enfin, quelles répercussions il peut y avoir au niveau des débats européens sur l'ESS France, et notamment pour nos établissements transfrontaliers? Réponse courte, s'il vous plaît, même si ce n'est pas facile.
C'est facile. Moi, je vais vous dire, on a effectivement... la bonne nouvelle, en tout cas dans la précédente commission, c'est que l'Union européenne, pour la première fois de manière aussi significative, a reconnu l'économie sociale comme un des 14 écosystèmes stratégiques pour l'économie européenne. Ça n'était jamais arrivé. On a bon espoir que le nouveau commissaire français Stéphane Séjourné embarque les questions d'économie sociale dans le portefeuille industrie qui est le sien et qu'il traite, il n'est pas en direct sur ces questions-là, mais il devrait traiter ces questions-là. On a un gros sujet sur les associations transfrontalières qui est aujourd'hui bloqué par le ministère de l'Intérieur, qui redoute que ce soit... C'est toujours pareil, maintenant c'est la peur qui domine tout. C'est quand on travaille sur les associations transfrontalières, le but c'est de faciliter l'organisation de ces modèles. Et le ministère de l'Intérieur, il voit la possibilité, alors c'est des sujets sérieux, hein, sur la question du terrorisme, du narcotrafic, que ce soit un moyen pour certains de faire mal. Bon, si on regarde tout à travers cette loupiote-là, on ne va pas faire grand-chose non plus, quoi. Et il sait bien que Retailleau fasse son travail là où il pense qu'il peut le faire efficacement. Bon, et sur les associations transfrontalières, je suggère de laisser ça au champ qui est le nôtre. Ce sera plus utile. Donc, nous travaillons, nous, avec un lobby qui s'appelle Social Economy Europe, justement sur ces questions-là, et auprès à la fois du Parlement européen. Une de nos priorités sur cette question-là, c'est que soit reconstitué un intergroupe sur l'économie sociale au sein du Parlement européen, et nous n'avons pas de certitude aujourd'hui sur le fait que cet intergroupe soit reconstitué, parce qu'il nous faut ces relais-là au niveau européen. Donc, grande sensibilité sur ces sujets. On se dote aujourd'hui des instruments par lesquels on va avoir aussi un plaidoyer européen en plus du plaidoyer national. Et donc, pour ce qui me concerne, une vraie écoute attentive à cette préoccupation qui est la vôtre. Allez, dernière question. Alors, Serge Widewski, APF France Handicap. Ça va être un peu polémique, ça va être court, mais je crains que la réponse soit longue. Ah non, l'ESS, ne serait-il pas urgent de redéfinir exactement qui en fait partie, qui n'en fait pas partie? Pourquoi je pose cette question? Tout à l'heure, Benoît, tu évoquais par exemple le mot de Sarda face à cette start-up qui a levé 7 millions. Question, est-ce que cette start-up, par hasard, ne faisait pas partie de l'ESS? Mais j'ai un autre exemple. Quand APF France Handicap, on était membre de Mouvement Impact France, on était au conseil d'administration, il y a eu de gros débats, et je fais court, sur la gouvernance du Mouvement Impact France, où la Croix-Rouge et APF France Handicap se sont vus éjectés du conseil d'administration, au motif que finalement, on était moins dans l'ESS que d'autres, qui venaient d'ailleurs du monde privé. Donc se pose la question de savoir en fait si on veut aider les parties prenantes de l'ESS, n'est-il pas urgent de redéfinir qui en fait partie, qui n'en fait pas partie? Très court. Non, oui, mais non. Très court. Non, mais c'est une question passionnante, mais en même temps, bon, la Croix-Rouge et APF France font partie de l'ESS par leur modèle, gouvernance démocratique, non-lucrativité. Ça, c'est réglé. Après, elles peuvent avoir des activités qui sont un peu plus... qui vont rechercher la lucrativité limitée dans certains domaines. Elles peuvent même avoir des activités commerciales. Moi, mon ONG, elle va développer une partie d'activité de conseil qui va être fiscalisée dans nos comptes. Ça existe. Et c'est une des voies qu'on est obligé de choisir, faute d'être soutenu suffisamment. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, puisque... moi, je dirige une ONG donc dédiée à l'inclusion des personnes immigrées, réfugiées. On nous dit, j'entends dire qu'on est immigrationniste. Non, mais c'est terrible. Hein. On a des salariés, des bénévoles qui travaillent à l'inclusion et qui se vont complices des passeurs, etc. L'argent public, il se compte par pièce, hein, on n'en a quasiment pas, et c'est uniquement la générosité du privé ou la philanthropie qui nous permet d'agir, et le fait qu'on dégage nos propres ressources. Donc on est bien obligé d'être inventif, je le dis, pour pouvoir faire nos activités, et c'est certainement pas grâce pour le coup à la générosité publique qu'on y arrive. Fin de la parenthèse, mais dès que je peux le dire, je le dis, parce que ça me fatigue d'entendre ces procès qui nous ont fait. Pareil à SOS Méditerranée, pareil à tous les autres. Voilà. Ce sont les citoyens européens et français qui nous permettent d'agir, et certainement pas l'État. Donc voilà. Donc l'ESS. D'abord, les débats au sein du mouvement Impact France, il ne vous aura pas échappé, le mouvement Impact France, il a sa propre autonomie, et il y a des débats qu'il ne me revient pas d'arbitrer, parce que ce qui relève de la démocratie interne, sur la constitution du conseil d'administration d'Impact France, le mouvement Impact France représente au sein de ESS France
aujourd'hui, pas toutes, mais une partie, on va dire, de ces entreprises sociales ou de ces sociétés commerciales de l'ESS. Mais il réunit aussi d'autres acteurs dits de l'intérêt général, c'est-à-dire des entreprises qui sont devenues des entreprises à mission. Il est hybride, en clair. Il a un rôle dans SS France, mais ce rôle dans SS France ne résume pas le mouvement Impact France, qui vise aujourd'hui à rassembler, en quelque sorte, à la fois toutes les entreprises de l'économie conventionnelle comme de l'économie sociale et solidaire qui se dotent d'un objectif d'impact. Alors, la première chose que je voudrais dire, je l'ai dit à Impact France, donc je me permets de vous le dire. Ah ouais. Non, bon, alors la dernière chose, c'est que le débat sur l'ESS, il est réglé par le fait que c'est non lucratif ou à lucrativité limitée et gouvernance démocratique. L'utilité sociale, elle vient en plus, mais elle n'est pas une obligation pour appartenir à l'ESS. Vous pouvez être une SCOP qui vend des cigarettes, vous appartiendrez à l'ESS en regard de votre mode d'entreprendre. Mais nous devons nous intéresser à cette question de l'utilité sociale, de l'échelle des salaires, de l'intérêt général, parce que nous nous appelons économie sociale et solidaire. En fait, notre nom ne dit pas ce que nous sommes. En fait, nous devrions nous appeler économie non lucrative et démocratique, mais nous appelons sociale et solidaire, ce qui nous pousse à nous améliorer, à partager les bonnes pratiques, c'est une bonne chose. Je veux simplement dire que, et c'est ma conclusion, qu'il y a une culture aujourd'hui dans nos entreprises de l'impact. Ce mot-là ne vient absolument pas de l'ESS. On parle de soins, nous, on peut parler de plein de choses, mais l'impact, ça vient de l'économie conventionnelle. Et au passage, c'est le pire mot qui soit. Parce que quand vous prenez un impact, en général, vous avez mal. Hein. L'impact sur votre pare-brise, il va casser quelque chose. L'impact dans vos côtes, pour ceux qui aiment le rugby, Jean-Louis, en général, tu dis pas merci à celui qui t'a pris sur le flanc et qui t'a mis un impact. Et on parle d'impact. Et l'impact, c'est souvent en plus du court terme, c'est pas du long terme. Donc il y a un travail qu'on doit faire, nous, sur le vocabulaire, sur le bénéfice qui est celui de nos, et encore bénéfice, lui aussi, il est connoté, de nos activités sur les gens. Donc, parce qu'il me semble que quand on parle d'écologie, on a moins besoin d'impact écologique que de caresses en ce moment pour la nature, vous voyez ce que je veux dire? Et donc il faut aussi qu'on réfléchisse à la façon dont notre propre économie se nourrit d'un vocabulaire qui n'est pas le sien pour parler de ce qu'elle fait le mieux. Ce que nous faisons le mieux, c'est en gros d'apporter du soin à celles et ceux qui sont dans nos activités. Et donc c'est assez curieux que pour en parler, on aille emprunter des mots à l'économie conventionnelle qui sont finalement inappropriés. Donc c'est une invitation à ce qu'on brainstorm, vous et nous, dans les années qui viennent, sur la manière dont on parle mieux du service que nous rendons à la France. On verra le vocabulaire de l'ESS. Merci beaucoup à tous les trois, en tout cas, Benoît Hamon, Maxime Baduel et Marie-Sophie.